À ce moment, sur ça, je vais demander à mon ami Daniel de venir chanter un couplet d'une chanson qui est près de vous. Le credo du paysan. René demandé de venir dire un petit mot. Oh, mais il y a des mots à des grands personnages, souvent qu'on n'est pas capable de mettre sur table, qu'on n'est pas capable de dire, parce que il y a des gens, des fois, qui ils sont presque plus grands que nature. Ça fait que ça devient difficile. Et un peu ce que Gilles Vigneault disait, puis il le dit encore, parce qu'il est encore vivant. Gilles Vigneault disait, quand on parle ou quand on va rencontrer des grands personnages, il faut s'endimancher. De toujours avoir le cœur aussi, d'abord, et aussi l'extérieur. Mais toi, t'es pas endimanché, là? Moi, ça? Ouais. C'est mon plus beau, c'est mes plus beaux habits. Surtout ceux de l'intérieur. Ceux qui paraissent, là, ils sont moins. Mais c'est parce que je parlais à Francis tout à l'heure, mais il y avait quelque chose qui clochait un petit peu, c'est que Jean-Guy, il y a des reflets. Puis il s'arrête sur la caméra, c'est lui qui a besoin d'un chapeau. M'en doutais bien. C'est lui qui a besoin d'un chapeau. Là, ça lui fait fière allure. Et même pour la chanson, un petit bout de chanson, et je vais faire ça à cappella, parce que c'est plus facile pour moi que des fois de suivre la musique. Normalement, c'est la musique qui nous suit, mais il y avait de la misère avec ça. Bon. Et la chanson qui est de mise, c'est le credo du paysan. On va faire deux petits, un couplet et le refrain. On va faire comme le père Gédéon. L'immensité, les cieux, les monts, la plaine, l'astre du jour qui répand sa chaleur, les sapins verts dont la montagne est pleine, sont ton ouvrage au divin Créateur. Humble mortel, devant l'œuvre sublime, à l'horizon, quand le soleil descend, ma faible voix s'élève de l'abîme, monte vers toi, Dieu Tout-Puissant. Je crois en toi, Maître de la nature, semant partout la vie et la fécondité. Dieu Tout-Puissant, qui fit la créature, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté. Merci, Daniel. C'est les mots de cette chanson, je pense qu'elle définit votre couple aussi. Tout le travail, il y a d'autres couplets, mais on les entendra plus tard. Mais ces mots-là, je voulais vous les offrir en hommage avec tout ce que vous avez été, tout ce que vous faites et tout ce que vous pouvez continuer aujourd'hui. Fait que Merci, félicitations, Ginette. Merci, Daniel. Mon Jean-Guy. Merci beaucoup. Bon, ben moi, ces deux gens ici, là, c'est comme mes parents. Mes deuxièmes parents, parce que j'en ai déjà Une des fille premiers, là. adoptive. C'est mes parents adoptifs, c'est mes deuxièmes parents qui ont toujours été là dans ma vie, qui ont toujours... c'est les parents, c'est les meilleurs amis de mes parents. Fait qu'on a fait toutes sortes de choses. Il y en a qu'il ne faut pas qu'on répète, là. Je suis sûre. Mais on a eu tellement de moments où ce que, pour nous autres, s'en aller chez Rio, là, c'était le fun, là. On partait, puis des fois, on le savait pas. Une couple de fois, ils nous ont juste tout mis dans le char, puis on s'en va faire un tour, puis ils prenaient des petites routes par en arrière, puis à un moment donné, whoop, on arrivait chez Rio. C'était la fête, là. C'était comme le plaisir total. Tu sais, une famille de Rio, les Rio, pour moi, ça a toujours été un peu
mes héros. Tu sais, la famille, pas la famille parfaite, il n'y a personne qui est parfait, mais tu sais, la famille qui a travaillé fort toute sa vie sur différentes affaires. Ils ont eu des épreuves comme les autres. On a toutes nos épreuves. Le grange, les écuries qui n'arrêtaient pas de brûler. Puis deux fois. Toutes sortes d'affaires. Tout le monde a des épreuves, mais les Rioux, ils ressortent toujours de là avec grandi, encore plus fort, encore plus souriant, encore plus prêt à partager avec tout le monde, puis je sais pas, à continuer de donner l'exemple, puis de vivre avec plein de joie, puis avec plein de rire. Puis, on vient ici, puis c'est tout le temps le plaisir, c'est tout le temps le fun, c'est tout le temps, peu importe qu'est-ce qui se passe, ils sont toujours capables de voir la beauté des choses encore. C'est ça. Ils ont ça. Puis, bon, une petite anecdote que je vais vous raconter. À un moment donné, ça fait peut-être... c'était en février 2005. En fait, c'était la journée de ma fête, je m'en rappelle. Je reçois un appel, puis c'est M. Rioux qui m'appelle. Je vivais en Georgie. M. Rioux, il m'appelle. C'est pas lui d'habitude qui m'appelle, c'est Mme Rioux. Mais là, c'est M. Rioux. Salut, Joël. C'est Jean-Guy. Je suis toute contente. Je pense qu'il m'appelle pour ma fête, mais il ne savait pas. Puis il m'appelle, puis il me dit... Il dit là, ma blonde puis moi, on pensait aller faire une ride de char. Puis on voulait savoir où tu restes. On pensait qu'on irait te dire bonjour. Mais là, je vis en Georgie, moi, là. Fait que j'ai dit, ben là, M. Rioux, c'est parce que c'est pas une petite ride, là. Venez me dire bonjour. J'étais en Georgie. Ouais, je le sais. On veut juste aller te dire bonjour. OK. Fait que là, moi, je suis toute contente. Je suis folle raide, en fait. Puis là, j'attends. Là, je ne me rappelle plus exactement à quelle date qu'elle allait venir. Là, mais il me semble que c'était le mois d'après, quelque chose de même. Puis j'attends. Puis là, finalement, la date arrive. Puis monsieur et madame Rioux, le char descend dans la cour, puis on sort dehors, puis ça sort du char, puis c'est la fête. J'en ai les larmes aux yeux, je suis tellement contente qu'ils sont venus me visiter. Puis là, à un moment donné, je me revire de bord, puis les hostifies de voisins, fouineux, qui commencent à descendre la côte pour l'entrée, pour s'en venir chez nous. Puis là, tu sais, j'ai un moment de... un peu fâché, là, qui viennent casser mon fun avec les Rioux. Puis là, je regarde encore. Simonac, c'est mon père. Ils ont amené papa, puis Martine, puis Pascal, Dan Couy. Puis en fait, c'était comme une excuse. Il y avait manigancé ça avec papa. Parce que moi, quand j'ai déménagé en Georgie, je savais très bien qu'il n'y avait pas grand monde qui allait venir me visiter. Mais c'est sûr que s'il y en avait un qui ne viendrait pas me voir, c'était mon père. Parce qu'il prend pas l'avion, puis il allait pas prendre l'avion même pour venir me voir, moi, en Georgie. Ça fait que si quelqu'un m'avait dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendra jamais te voir? J'aurais dit, papa, c'est sûr. Mais eux autres, ils s'étaient manigancés ça, puis ils ont amené papa me visiter en Georgie avec la famille. Puis, en tout cas, ça a été toute une réunion assez incroyable. Ils ont conduit 3 jours juste pour descendre. Ils ont remonté après, puis fait des petits visiteurs. C'était toute une aventure. Ça fait que ça prend des Rioux de même pour me faire des surprises de même. Ça fait que c'est mes héros. C'est des pionniers, c'est des gens qui ont travaillé fort toute leur vie. Du fin fond du rang Barrette, ils ont réussi à faire découvrir le monde à leurs enfants, à inspirer tellement de gens, à semer plein d'amour, puis de rire, puis de joie partout, puis c'est ça. C'est des gens, moi, très merveilleux. Je te remercie énormément et ça m'a valu la peine de faire venir devant toi. Tout ce voyage-là, n'importe quand. Merci. Pour moi, c'est des amis. Des vrais. On a eu je dirais, des moments de plaisir ensemble. On a eu du fun. Je pourrais même vous raconter un petit... je ne sais pas si Jean-Guy se souvient. On avait... Un soir, les femmes, ils faisaient du casse-tête. On sortait de l'étable, nous autres, on avait fait de la besogne ensemble. Puis là, les femmes, ils étaient prêts à faire du casse-tête. Ça ne nous tentait pas vraiment de faire du casse-tête. Jean-Guy, il dit, Vital,
on devrait aller faire un tour de motoneige. Pas de problème. On va aller sur Mélo. C'est des chemins qui n'ont pas été ouverts à rien, c'est la belle neige, on va bien aller. Fait qu'on est allé chez l'eau, on a fait à peu près 1 mille, puis après, on a traversé la rivière Branche-Nord. Jean-Guy a traversé le premier, il y avait juste une largeur de neige, puis moi j'ai traversé le deuxième, puis en arrière de moi, là, il y avait 5 pieds, la neige a tombé. On était à l'autre l'air. Il fallait monter la montagne, comme ça. Jean-Guy, il a viré la motoneige de je sais pas combien de fois. Moi, je l'ai viré un bout de temps, je n'étais plus capable. Lui, il a fini par toujours travailler pour venir à bout de monter. On est arrivé chez nous la nuit, il devait être, je sais pas, 2h30, 3h. Oui. Les pantalons gelés, on avait eu chaud. Ben, j'ai trouvé les rester chez la fournaise pour dégeler ça pour pouvoir les enlever. Jean-Guy a toujours eu de bonne humeur, ça a toujours bien été. Il n'y a jamais Il n'y a jamais de problème. Non, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Fait que nous autres, on s'entendait bien là-dedans. Oui, on a bien travaillé ensemble. Oui, on a travaillé ensemble, Ginette, Jean-Guy, je peux vous dire que c'était une équipe. Vous avez fait des foins. Oh, des foins, oui, tout, n'importe quoi. La besogne, des tables, des foins, oui. Ah, c'est beau. On a eu du fun des fois. On a eu un autre petite anecdote aussi. On avait parti ici avec les chevaux. Jean-Guy, il avait attelé les 2 chevaux. Il y avait un couple qui était ici déjà, qui embarquait avec nous autres. Jean-Guy dit, on va aller dans le chemin, là. Enfin, je sais pas où, je me souviens pas. Là. Je sais qu'on est allé dans le bois. Les 2 chevaux. Je mets des frontaux. Je mets des frontaux. On a fait un bon bout, mais à un moment donné, on est arrivé où il n'y avait plus de place. Il fallait décler les chevaux, puis virer de bord. Il fallait virer la wagon à bras, puis rateler les chevaux, puis s'en venir ici. Puis la petite madame qui était avec nous autres, que je ne nommerai pas, elle avait des mouches, puis elle fatiguait en tabarnouche. J'ai eu du fun de ça. Moi aussi. Et c'était toi? Elle a inventé. Non, Non. On C'est avait pour ça que- d'autres amis qui étaient ici. OK. Moi, j'ai un couple d'amis, oui. C'est pour ça qu'avec Jean-Guy et Ginette, les problèmes, on n'a jamais eu. On a eu une séparation, ma femme et moi. Puis on était déjà un couple, des couples bien unis ensemble. On avait du fun, tout ça. Puis ça n'a jamais paru. C'est beau, ça. Oui. non, on n'avait Ça a pas. toujours resté bien égal. Tu sais, c'est pareil si ça n'avait jamais rien eu. Ça, c'était une autre affaire qu'on apprécie. C'était pas notre affaire. Je te remercie Pas infiniment. d'autre chose à dire, là. Jean-Guy, tu as étudié ici à Saint-Léon, ton primaire? Dans le Ramborette, Il y avait l'école de une rang, école, l'école une de école. rang, jusqu'en 7e année. Vous étiez combien là-dedans? Oh, ça dépend, une quarantaine par bout. Autant que ça? 2 classes. As-tu un souvenir de ça? Un bon ou un mauvais? Non, c'est très bien. Le secondaire, tu l'as fait où? J'ai fait 2 ans à Saint-Léon. Pour rien, parce qu'après ça, je suis allé faire le cours classique, puis j'ai recommencé en élément latin. Mais c'est pas grave. J'en faisais 2 dans une, moi. Ça m'a pas trop ralenti. Autrement dit, tu étais brillant. Il paraît que... Dans ce temps-là. Il paraît que jeune, j'étais brillant. C'est ça. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Après ça, le cours classique. Oui. Peux-tu m'en parler un peu? Ah, beaucoup. J'ai eu la chance de faire le cours classique chez les Pères du Saint-Esprit à Gatineau. Limbourg, plus précisément. Au Lac-Saumon, il ne donnait pas, excuse. Au Lac-Saumon, je suis allé plus tard, Ah, OK. après le cours classique. Mais je suis allé là-bas, à Gatineau, parce que, justement, les Pères du Saint-Esprit avaient la paroisse de Lac-au-Saumon. Puis ils faisaient le tour des paroisses pour avoir des recrues. Puis ça a l'air que le curé nous a dit que j'étais un bon cobaye. Un cobaye. Il en cherchait. T'as pris la soutane. Ah oui, C'est en quoi, ça? belles lettres. Pardon? En belles lettres. L'avant-dernière année, là, en belles lettres, Oui, j'ai oui. pris la soutane. Je l'ai porté 4 ans. 4 ans. 4 ans de soutane. Avec le vœu de chasteté, pauvreté et obéissance. Non. J'ai fait 2 ans, pas de vœux. Puis quand je suis arrivé à Lac-au-Saumon, j'ai fait des vœux temporaires. Lesquels 3 vœux? ans. Lesquels vœux? Ah, les 3. Pauvreté, chasteté. chasteté, obéissance. Est-ce que ça a été pénible pour toi? Pas du tout, pas du tout. Surtout la chasteté? Non, pas du tout. J'étais un chaste de nature. Et pourquoi t'es pas resté là? Chez Père? Ouais. Ah, j'ai fait le noviciat à Lac-Saumon. J'ai bien aimé ça. J'ai fait ma profession de foi, là.
Puis je suis monté à Sainte-Foy au grand séminaire. Puis là aussi, ça a très bien été. Puis un bon jour, je sais pas pourquoi, j'avais un problème d'estomac. J'ai toujours eu l'estomac très fragile. Fait que j'ai dit, oh, je vais prendre un break. Je vais aller voir si c'est la vie que je fais là qui est la cause. Puis je suis allé à Montréal chez ma sœur, puis je suis jamais revenu. J'ai oublié de revenir. À Saint-Alexandre, là, il y avait des paysans parmi les pères, les religieux, là. Ils devenaient rabières. Il y Parle-moi de ça. avait des pères et des frères. OK. Les frères s'occupaient de la ferme. Il y avait une très grosse ferme. Une grosse Autrefois, ferme. c'était une ferme expérimentale. Laitière? Oui, une centaine de vaches à lait. Mais il y avait aussi des porcs, des poules, il y avait toutes sortes de frères. Puis ils cultivaient en grand. Là. Ils faisaient du blé d'Inde, puis une grosse culture. Puis moi, trois fois que j'avais des congés, trois fois que j'étais libre, j'allais à la ferme. Puis il y avait des chevaux. Je m'occupais des chevaux. Puis j'aimais beaucoup aller à la ferme. Puis les rabières? Oui, l'hiver, on allait un peu au bois de chauffage pour chauffer les rablières. Puis quand arrivait le temps des sucres, là, les classes, chacun notre tour. L'avant-midi, c'était une classe, l'après-midi, c'était une autre. Ça durait de même 2, 3, 4 semaines, ça dépendait. Puis on allait ramasser l'eau d'érable avec des chaudières, puis des raquettes. Puis c'était les chevaux qui transportaient l'eau d'érable. Il n'y avait pas de tubulure, là. Non. On allait sur une butte, là, une petite montagne. Puis là, il y avait un entonnoir avec des tuyaux, puis ça descendait par gravité à l'érablière. Puis il y avait aussi un réservoir. À peu près à 2 km de l'érablière, il y avait une autre partie d'érablière. Puis là aussi, il y avait un réservoir. Puis le soir, il y avait un camion-citerne qui amenait ça à la grosse érablière. Avec des années 50. Il était avant-gardiste. Ouais, avant-gardiste, oui. Il bouillait la nuit, quoi. Ben. Ah, ça bouillait 24 heures par jour. Il y avait des remplaçants, là. Ah, il y avait des employés du monde pour ils employaient, les rablières. OK. Il y avait 2, 3 frères, puis il y avait le père l'amoureux, puis il y avait Petit Dollar, puis et celui qui chauffait les poêles, là, on l'appelait le diable. Il avait la face rouge, puis lui, c'était un emploi là, incroyable. Hein? Il y avait un gros chariot qui contenait à peu près 3 quarts de corde de bois. Puis quand il avait nourri les 4, il y avait 4 évaporateurs. Quand il avait nourri les 4 évaporateurs, le chariot était vide. Il allait le recharger, puis c'était le temps, quand il revenait, d'en remettre. Ça fonctionnait. Un job terrible. Quand tu es sorti de communauté, là, c'était quoi ton premier travail? J'ai été vendeur d'encyclopédies. Oh. Dans ce temps-là, c'était à moi des grosses encyclopédies, là, de la jeunesse, puis comme Ginette, Ginette en a acheté une belle grosse encyclopédie. C'était à la mode. Fait que Mais t'as trouvé ce travail-là comment? les annonces dans la presse. Moi, c'est de même que j'ai fonctionné. Puis, tant que j'avais pas d'autre chose, je vendais des encyclopédies. Puis, un bon jour, je regardais les annonces pareilles. Un bon jour, j'ai trouvé une annonce qui me paraissait intéressante, une manufacture de bois de carton, qui était là un petit bout de temps, puis j'ai pas aimé ça bien. Après ça, j'ai tombé sur une autre job dans la presse. Puis l'autre job que j'ai frappé dans la presse, le monsieur, il laissait tout le temps son annonce à l'année. Parce qu'il n'était pas capable de garder quelqu'un pour faire ça régulièrement. C'était compliqué, puis le monde, rare que le monde aimait ça. Fait que moi, j'ai arrivé là, puis le Pire Saint-Germain m'a adopté comme son fils. Puis il était assez fier que je garde la job qu'il m'a gâté de toutes les manières possibles. Après ça, tu es venu dans l'enseignement. Ouais, j'ai été à Montréal. Raconte-ça un peu, là, Ouais. jusqu'à Polyvalente. J'étais à Montréal avec Ginette, puis mon chum, Georges Beaulieu, chez qui j'ai pensionné par après, il m'appelle, il était avec moi au séminaire, il m'appelle, Jean-Guy, viens enseigner avec nous autres. Lui, il avait... Lui était père? Non. Il était sorti. OK. Un peu avant moi ou après moi, mais pas trop. Mais il avait sa job à Pointe-Gatineau pour enseigner à l'école Saint-Joseph. T'enseignais là. Puis il dit, viens enseigner nous autres, Jean-Guy. Ils ont besoin de monde. Puis il dit, les flots sont pas faciles. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. J'ai dit, ouais, ça m'intéresse. Fait que j'ai été enseigné à Gatineau. Puis après? Après, on s'est mariés à Gatineau. Ouais. Puis quand j'ai
descendu ici durant l'été, Fabien Lapointe, qui était secrétaire de la commission scolaire, et dit Jean-Guy, tu vas venir enseigner à Saint-Léon. Ça m'intéressait, moi, Saint-Léon. En même temps, Dr Guérette, on restait en haut de Dr Guérette. Dr Guérette, il dit on a besoin d'un prof d'anglais, tu vas venir enseigner l'anglais. Ben, je lui dis envoyez-moi un offre d'emploi solide, là, peut-être. Fait qu'il me l'a vraiment envoyé. Fait qu'arrivé ici, j'ai enseigné à Saint-Léon. Puis le Dr Guérette, on a pris un loyer en haut de sa pharmacie. Il était sûr que j'étais enseignant polyvalent. Il était, lui, tu ne veux pas être président de commission scolaire? Je pense que oui. Oui, il était président de ouais, commission scolaire. En tout cas, il était sûr que j'arrivais à polyvalent. Ça a été un événement. Non, mais tu n'as pas été directeur d'une école, là? Oui, à Saint-Léon, j'étais directeur d'école. Ah, t'étais Puis directeur à d'école. Saint-Irène, j'étais directeur d'école. OK. Mais directeur enseignant. OK. Il t'enlevait des périodes comme directeur? Non. Non? OK. Non. On faisait l'administration le matin, le soir. Puis à Polyvalente, tu as été plusieurs années. Après Saint-Irène, j'ai fait 2 ans à Saint-Léon en secondaire 1 et 2. Il était encore à Saint-Léon dans ce OK. temps-là. 2 ans à Saint-Léon, quand j'ai acheté la ferme ici, là. J'ai fait 2 ans à Saint-Léon. Puis en 74, je suis rentré à Mkoui, puis La ferme ici appartenait à qui? à mon frère, mais OK, c'était ton la frère. ferme de mes OK. parents, là. Parle-moi de la Polyvalente. Comment ça s'est passé ces années-là? Ah, polyvalente. J'ai fait 10 ans d'anglais. Puis après, j'ai fait 10 ans d'enseignement religieux et moral. J'ai très bien été, moi, à Polyvalente, j'ai pas eu de... Tu as eu des bons directeurs. Bien mieux que mes compagnons. J'ai eu des compagnons difficiles, mais Entre autres. un que tu connais bien. Gêne-toi pas. Un que tu connais bien. Juste pour les directeurs, qu'est-ce que tu penses d'Yvan Lampron? Ah, c'était mon meilleur. Alors, Yvan, c'est mon meilleur. Le bonhomme, c'était vraiment sa vie, à plein temps. Puis il écoutait les profs. Puis moi, il m'a fait des faveurs incroyables. Il m'avait dit, je te fais confiance. J'ai fait l'enseignement religieux aux professionnels courts. Pas facile, ça. Puis il n'y a personne qui pensait que j'allais leur faire lire la Bible, que j'allais leur enseigner. Fait que Lampron, il dit, fais ce que tu veux. Il dit, je te le donne, carte blanche, fais ce que tu veux. Puis Gaston était venu dans ma classe, puis il pensait que je ne faisais pas la religion. Puis j'avais pogné Gaston, je l'avais fait parler, puis il était, Gaston Pelletier. il était mal à l'aise. C'était les bons moments du sport. Tu as eu beaucoup d'engagements sociaux. Puis, Ouais, on va commencer par un. Tu été maire d'ici de Saint-Léon, ouais, 5 ans. 5 ans. Donne-nous une réalisation. Saint-Léon, la bonne action que j'ai faite, c'était, à part que de m'en aller pour laisser la place à d'autres. Là, Ça, c'est pas une bonne action. Oui, ça a été une bonne action. Mais à part de ça, j'avais un gros problème avec les égouts à Saint-Léon. Parce que les maisons sont sur le bord de l'écart de la rivière. Ouais. Puis la plupart, la fosse Ça septique remonte. débordait. OK. Puis c'est une rivière, un sanctuaire, les Saumons. C'est une rivière très belle. Fait que je m'étais promis que j'allais installer des égouts. Fait que j'ai réussi ça. C'est une grosse affaire. Ben oui, ça a brassé. Tu as été président de plusieurs organismes, entre autres. Oh, Ah, non. beaucoup, Entre autres. beaucoup. J'ai commencé à La Saint-Léon. Société de la Vallée. Oui. Avant la société, j'ai commencé à Saint-Léon. J'ai été secrétaire de la Chambre de commerce quelques années. Après ça, je suis devenu président de la Chambre de commerce Ici à Saint-Léon. à Saint-Léon. Puis j'ai fait une Chambre de commerce Saint-Léon-la-Comquie, puis j'ai monté ça à 150 membres. Oh. En quelle année ça va? 65, 66. On va revenir à la Société de la Vallée. Oui. En 74, j'ai commencé là. Oui. Tu as travaillé très, très fort avec Jean-Guy Gagnon. Ah ouais. Comment tu le perçois? Je vais t'en nommer 3, là. OK. Jean-Guy Gagnon, Denise Lamoureux, Claude Beaupré. Ah oui. Peux-tu me raconter un petit peu la première histoire? Tu étais là presque au début, là. Ah oui, oui. Raconte-moi ça de Faribault, puis je te laisse parler un petit peu sur ça. Là. Moi, la société, je suis arrivé là parce que j'aimais le développement régional. Puis quand la société est venue au monde, c'était justement pour développer la région parce que tout allait mal. Comme Claude Beaupré, là,
Ça, il allait travailler en Ontario. Il n'était pas capable de gagner la vie chez eux, puis il était marié, puis ça le fatiguait terriblement. Quand la société nous montre, Claude, là, pour lui, c'était un rêve. Là. Jean-Guy, c'était un bulldozer. Jean-Guy, c'était le gars qui... Il n'y avait pas de problème, il défonçait, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Puis quand il a été bien frustré de son travail, quand ils ont fermé les paroisses, là, lui, il était là-dedans, travaillait là-dedans. Puis ça l'a marqué au fer blanc. Toi, tu as travaillé aussi, là. Pas à fermer les paroisses. Ah, non, OK. Mais moi, j'ai connu... pas fermé paroisse, mais... J'ai connu Jean-Guy la première fois à Sainte-Paul en 70. 4 ans avant que la société vienne au monde, avec des bannets. Oui. La grosse manif à Sainte-Paul. Puis en même temps, je travaillais chez Vital Boudreau à Sainte-Irène, puis il y avait un commencement d'aménagement forestier. Il faisait faire de la sylviculture, puis pas très élaboré. Il coupait les arbres qui n'étaient pas bons, il les mettait debout autour d'un autre arbre qui restait de là, puis le cultivateur, il ramassait s'il voulait, quand il voulait, c'était pas de problème. Il éclaircissait, puis il montrait aux gens faire de la sylviculture. Puis là, il y avait Gilbert Payet. Gilbert Payet, moi, je l'ai toujours admiré. Gilbert Payet, puis le docteur Mius, là, c'est eux autres qui m'ont converti. Au développement. Ah oui, puis à l'origine des groupements forestiers. OK. Denise Lamoureux? Denise, c'était... dans l'ombre, même si elle était secrétaire à la société, c'était dans l'ombre de Jean-Guy. Denise, elle faisait tout pour son Jean-Guy. Elle était vraiment dévouée. Puis elle a épousé la société autant que Jean-Guy. Elle a mis son âme là-dedans. C'est incroyable. Elle a travaillé des années. Oui, puis elle l'encourageait dans tout ce qu'il faisait, là, même si ça n'avait pas de bon sens, même si elle n'était pas d'accord. Ça a été vraiment une belle complice pour Jean-Guy. Veux-tu me parler de la CEREC un peu? Tu as été président? Non. J'ai été à la CEREC parce que nous autres, on avait travaillé fort aussi à la société, puis on a dit qu'il faudrait travailler régionalement. Puis c'est comme ça qu'on est... Explique donc, c'est quoi la CEREC? Ah, OK. C'est Société d'aménagement intégré de l'Est du Québec. Fait qu'il y avait la première société, c'est Restigouche avec Rosa Beaulieu. Il y avait eu nous autres, puis il y en a eu d'autres pas longtemps après. Là. Ça a tout commencé dans les années 114, 115. Fait qu'on a dit, si on se mettait tout ensemble pour aller défendre nos points de vue, on serait bien plus fort qu'un par un. Parce qu'on s'était brûlé un peu un par un. Fait qu'avec la CEREC, on a eu une cote d'écoute un peu plus forte en haut. Au gouvernement. Puis moi, dans ce temps-là, j'ai travaillé aussi avec la région au CRD. J'étais président du CRD. Ah oui, c'est ça. En même temps que Françoise. Ouais. J'étais président du CRD, puis je travaillais pour la région là. Puis avec la CEREC, ben, quand on arrivait à Québec, c'était pas juste la Société de la Vallée, c'était pas juste Jean-Guy Gagnon, c'était le Bas-Saint-Laurent. C'est comme ça qu'on a décroché le gros programme qui a rendu jaloux tous les autres groupements du Québec. Parle-moi un peu du plan de l'Est. Le plan de l'Est, ça a été une béquille parce qu'on était frustrés de 2, 3, 4 affaires. Puis Jean-Guy avait quasiment décidé que ça ne marcherait pas comme on voulait. Fait qu'il a sauté là-dessus. C'était une béquille pour Jean-Guy. Il a bien fait. Hein? Puis ça a aidé beaucoup. Là, il rentrait de l'argent. Les fédéraux de l'or ont rentré. On avait commencé avant avec les programmes PAC, là, programme d'aide à la création locale d'emploi. On a eu 3, nous autres, à la société. Puis d'autres organismes où tu as été président? Ici, dans la région, non. Mais pas dans la région, au niveau du Québec, Québec, au niveau du Québec, quand on a changé la CEREC pour la FOGC, la Fédération d'organisation en commun du Bas-Saint-Laurent, les autres sociétés à la grandeur du Québec, ils étaient un peu autonomes, puis ils étaient tout petits, puis il n'y avait pas toujours l'esprit comme nous autres on avait. Fait que c'est là qu'on a dit, avec Jean-Guy encore, on a dit on va s'organiser provincialement. Puis on a eu des beaux complices, puis on a eu des politiciens qui ont compris notre affaire.
Puis on s'est tiré dans le pied d'une manière, c'est pas grave, mais tous les autres groupements forestiers, ils ont voulu partager. Le Bas-Saint-Laurent était considéré comme un profiteur, comme étant énorme comme budget d'aménagement comparé aux autres. Fait qu'ils ont dit on va partager la cagnotte. Fait que le plan de l'Est nous a été aidé un peu à pas trop subir le contre-coup. Là, Mais on a fait monter, pour te donner une idée comment est-ce qu'on a travaillé fort, on a fait monter le budget de la forêt privée de 2-3 millions à 40 millions. le procès pour l'assurance emploi. Oui, le procès chômage. Ouais, dis donc un mot sur Le ça. procès chômage, ça, les propriétaires pouvaient travailler sur leur lot. Les propriétaires, l'hiver, qui étaient habitués d'aller dans les chantiers, tout ça, comme Claude Beauprin, ils pouvaient travailler sur leur lot, puis ils n'avaient pas le droit au chômage. Fait qu'ils ne travaillaient pas sur leur lot. On jouait un tour au chômage, on les engageait, puis ils travaillaient sur d'autres lots. N'importe où, mais pas sur le lot. Ça, c'était correct. Ça, ça. ils se qualifiaient au chômage. Ça, c'était correct. Mais nous autres, on a dit ça n'a pas de bon sens. Il serait bien mieux de travailler sur son lot. Ouais, t'as Fait bien raison. on a fait avec un jeune avocat zélé puis naïf, on a fait le Drapeau. procès Drapeau. chômage. Ben oui, drapeau. Il a mis quasiment ses tripes dans ce projet-là. Puis ça a donné le livre le procès chômage. On va changer de chemin, on va en prendre un autre. Je te connais, tu es un homme de foi. La foi du charbonnier. Comment tu manifestes cette foi du charbonnier? Je sais pas, je crois, même si je rencontre sur mon chemin des personnes qui pourraient me décourager, ça me décourage pas. Ça veut dire quoi, ça? Ben, je t'ai rencontré, j'ai gardé la foi. Tu as beaucoup de mérite. Je sais pas. Donne donc un texte de l'Évangile où tu attaches une grande importance. De même que ma blonde, aimez-vous les uns les autres. Donne donc un volume qui t'a fait grandir. Moi, c'est pas un volume, c'est un auteur, Alvin Toffler, là. Le choc du futur, il a écrit 2-3. Ben ouais. Ça, j'ai adoré ça, puis ça m'a fait évoluer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais dans quel sens? Comprendre l'évolution De l'univers. de la Terre, des humains. As-tu lu Teilhard? Oh ouais, ouais. C'est un peu à peu près le C'est même ça, sens, la hein. théorie de l'évolution, Teilhard avait adopté ça, puis il s'est fait chicaner à cause de ça. Même exclu à un moment donné. Oui, oui. Tu as écrit un testament spirituel pour tes enfants, tes petits-enfants. En une trentaine de mots, une trentaine de lignes, tu leur dirais quoi? Ce serait à partir de la phrase célèbre de ma blonde, là, aimez-vous les uns les autres, mais... Non, mais tu leur parles les autres, là, puis tu oui. laisses ça par écrit, là. Oui, Oui. mais je mettrais ça En exergue. Oui, au début, là, aimez-vous les uns les autres. Puis j'essaierai de leur faire comprendre que des fois, c'est plus facile d'aimer totalement que d'aimer partiellement. Ça veut dire quoi, ça? Si tu aimes partiellement, tu es souvent déchiré. Tu ne veux pas aller plus loin que ça. Tu peux... Non. Aimer totalement, ça veut dire il n'y a pas de limite. Si j'aime René Canuel, je suis capable d'endurer avec tous ses défauts et toutes ses qualités. Surtout ses défauts. Oui, des fois, ça nous fait grandir, ça nous fait réaliser qu'on a peut-être nous autres aussi, puis qu'on ne s'en aperçoit pas. Quelle différence fais-tu, toi, entre amitié et amour? L'amitié. Amitié Oui. et amour. L'amitié, ça vient de l'amour, ça ressemble à l'amour. Mais si tu veux savoir la grosse différence qu'il y a entre l'amitié et l'amour, ça se mesure pas. Tu peux pas être en amour avec tout le monde, mais tu peux aimer tout le monde. Fait que là, si c'est quelqu'un
que tu rencontres par les hasards de la vie, puis tu décides de faire un bout de chemin avec, puis de travailler avec, puis tout ça, c'est l'amitié. Si c'est une personne exceptionnelle que tu rencontres une fois dans ta vie, et puis tu veux tout partager avec elle, ça, c'est de l'amour. Mais un ami pour toi, c'est quoi? En quelques mots. Ah, c'est quelqu'un qui a la gentillesse de m'accepter comme je suis. Puis j'essaye de faire pareil avec lui. OK. Réciprocité. Ouais. Sais-tu que c'est quoi ma définition Non. de l'amour? Je veux la connaître. Oui. Quand j'enseignais la catéchèse aux élèves, là, je leur disais, si vous retenez rien que ça va être déjà beaucoup. C'est vouloir le bien de l'autre. Si tu dis que tu aimes quelqu'un, puis que tu y travailles dans le dos, puis c'est pas vrai, t'es menteur. C'est vouloir le bien. Même si l'autre, il fait pas à ton goût, même si l'autre... Tu y souhaites du bien pareil. Souhaiter du bien à ton ennemi. Aimer les ennemis, c'est marqué dans la Bible, hein? Lorsque je m'engueule à la chronique annuelle, là, après, là, je lui souhaite du bien. Crois-tu, toi, à la réincarnation? Non. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui y croient? Il y en a plusieurs qui y croient, les hindous Oui, y croient. oui. J'ai enseigné l'enseignement religieux pendant 10 ans. J'ai étudié toutes les religions, étudié toutes les sectes. Puis moi, ce que j'aime de notre religion, c'est que c'est l'unicité de la personne. On est unique. Pas 3, 4, 5 vies. On a une vie. Sûr, on a 2 vies, parce qu'on a une vie matérielle, puis une vie spirituelle, mais on n'a pas 3, 4 vies sur Terre. Puis c'est à la mode. Quand je lis un livre, puis qui parle des autres vies, c'est ça que ça dépend de ton affaire, je suis pas à l'aise, j'aime pas. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je peux sortir ça comme ça, là. Des prêtres qui ont 7-8 paroisses, qui font beaucoup de réunions. Ah, c'est très embêtant parce que je les connais pas beaucoup, mais... Dans notre secteur, je parle. Oui, mais s'ils font ça comme pasteur, par amour, c'est merveilleux. Mais s'ils font ça comme fonctionnaire, pour le salaire, c'est malheureux. Les prêtres, les évêques, le pape, c'est des pasteurs. Mais C'est pas des fonctionnaires. Penses-tu qu'à date, là, ce que tu vois, tu en connais beaucoup, est-ce que la plupart, est-ce que sont pasteurs? Ils veulent probablement l'être. Moi, je n'ai pas à juger. Non, c'est pas jugé, mais ta perception, disons. Ben, c'est pas comme moi je le vois, mais OK. Tu vois ça? c'est leur affaire. Non, je comprends très bien, on n'a pas à y blâmer, là. Non. Mais ta perception dans le sens, c'est est-ce que notre Église, en 2020-2019, est-ce que c'est surtout... Je parle en général, je parle pas de... Est-ce que ce sont des pasteurs, d'après toi? Mais c'est ton idée que je veux avoir. Mais non, ça dépend de la définition de pasteur. Moi, je dis quelqu'un qui pense qu'il est un bon pasteur parce qu'il dit la messe dans 17 paroisses, puis que... Tant mieux pour lui, mais moi, je ne vois pas ça de même. Okay. Moi, un pasteur, là... tu te rappelles, Monseigneur Ouellette? Oui. J'avais dit ça. J'ai dit, essayez donc de faire de vos curés des pasteurs. Oui. Puis lui, il l'était. Il se préoccupait bien plus des âmes que des finances du diocèse. Il se l'est même fait reprocher, Mais je disais, sortez donc de vos gonds, là. Il était encadré. Je peux pas faire ça. J'ai dit, ordonnez des gars mariés, là. Et moi, il voulait me faire diacre. Ouais. J'ai dit, oui, monsieur, monseigneur, demain matin, si vous voulez. Mais vous allez me promettre que ça va continuer. Après ça, vous allez m'ordonner prêtre. Oh, tu sais bien, je peux pas. Oui, je peux pas parce que tu veux pas. Ouais. Ah, ça va être un scandale. C'est ça qu'il faut. Un scandale, faire évoluer le monde. Oui. Puis le mariage, l'ordination des femmes. L'ordination des femmes, le mariage t'es d'accord avec ça? des prêtres. Ben oui. OK. Les prêtres se mariaient jusqu'en 1130. C'est ça. C'est ça, hein? Ouais. Il arrivait un concile, puis on décidait qu'il fallait pas.
Mais aller jusqu'à 1130, là, ça fait plus que 1000 ans là, qu'il y a eu des prêtres qui se mariaient, puis qui avaient des enfants, puis qui étaient peut-être bons prêtres. Puis les apôtres étaient mariés. La plupart. C'est La ça. plupart des apôtres C'est étaient ça. mariés. Qu'est-ce que tu penses de l'aide, là, j'y vais comme ça, là, de l'aide à mourir, là? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est très, très embêtant. Si on considère ça comme l'aide à mourir, c'est merveilleux. Si on considère ça comme l'euthanasie, c'est un fiasco. Faut dire une chose, là. T'as les soins palliatifs. Oui. Ça, tout le monde est d'accord avec C'est ça. ça. C'est pas ça, là. Non, non. Là, tu demandes Je sais bien. à telle heure de l'après-midi. Oui, oui, c'est ça l'aide à mourir. C'est ça. À telle heure l'après-midi, tes enfants sont là. Ouais, ouais. Puis tes amis sont là. Puis tu décides l'heure exacte. Ouais. C'est ça que je te demande, Oui. c'est quoi? Moi, ce ne serait pas ça dans ma tête à moi, l'aide à mourir. L'aide à mourir, ce serait quelqu'un qui est vraiment mal pris, qui n'en peut plus, puis que les gens autour, ils sont plus capables de s'en occuper. Puis là, à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas. Parce qu'il faut que tu sois vraiment conscient pour avoir l'aide à mourir. Ceux qui en ont vraiment besoin, la plupart des gens sont plus conscients. Ils n'ont pas le droit. Fait que là, les docteurs, ils augmentent la dose jusqu'à temps que le cœur pète. On va finir avec des petites questions en rafale. Tu réponds par... Des questions faciles. peut-être très facile, mais tu réponds pas longuement. Non, non. Ma vie fut belle, pourquoi? Ma vie à moi? Ma Oui, vie à moi? oui, oui. Oh, moi, j'étais assez gâté dans la vie de René. Les choses m'arrivaient comme je le voulais. J'étais pourri. OK. Ginette, pour moi, est... Ginette, Ouais. c'est une de mes raisons de vivre. La plus importante. Mon bonheur, à part de Ginette et mes enfants, c'est quoi? C'est d'essayer de faire le mieux avec les capacités que j'ai. Ma plus grande tristesse de ma vie, c'était quoi? J'ai dit, je suis chanceux, je n'ai pas, moi. T'as pas eu de tristesse. Je suis mal faite. Tes granges brûlées, c'est... Non, ça m'empêche pas de dormir. La plus belle réalisation de ma vie, c'est quoi? À part les enfants, là, puis Ginette, là. Ouais. C'est quoi? C'est l'ambition de toujours faire mieux. Moi, si je régresse, là, je serais malheureux. Mais si j'ai l'impression que je grandis dignement, là, je suis content. L'éternité, pour toi, dis pas, je le sais pas, là. Non. L'éternité, pour toi, c'est quoi? C'est la suite. C'est? La suite. Ça veut dire quoi? Je te permets de... La suite normale de la vie d'un être doué d'une âme puis d'intelligence. Je ne peux pas comprendre qu'on finisse avec la mort. Autrement dit, il y a la résurrection. Ah oui, c'est la suite, moi. C'est ça. C'est la nouvelle naissance. C'est bien plus, ça me parle bien plus que la résurrection. Moi, je compare la vie de l'autre côté à la naissance d'un petit bébé. Le petit bébé dans le ventre de sa mère, il connaît rien. Il fait ça, là. Nous autres, on est pareil. Dans notre petit monde, là, on connaît rien. Puis quand ça va déboucher dans l'autre monde, là, on va voir clair. Sur ça, je te remercie. Je te dis Alléluia. Et quand je le dis une fois, ça s'est très bien passé. Salut, mon frère.